Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Il était une fois le sang, non seulement ce précieux liquide peut nous apprendre beaucoup de choses sur notre état de santé, mais surtout le donner peut sauver des vies. Bref, le sang c'est la vie et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, à quoi sert le sang? Que révèle-t-il de notre état de santé? Et pourquoi le donner est-il aussi vital? Autant de questions que je vais poser à mes deux invités aujourd'hui. Pascale Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice médicale de l'établissement français du sang. C'est ça. Merci d'être avec nous. Docteur Henri Ugedé, c'est ça, je prononce bien? Oui, tout à fait. Bonjour. Ugedé, vous êtes pharmacien biologiste médical chez Innovi Biofutur. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que ce sujet du sang évoque pour les Français? Est-ce qu'ils connaissent déjà leur groupe sanguin? Est-ce qu'ils savent déchiffrer une prise de sang? Est-ce qu'ils donnent leur sang régulièrement? Regardez, c'est un reportage d'Anaïs Escalona. Le groupe sanguin les plus courants, je crois que ça va être le mien à peu près. Je crois que ça doit être vers les A ou A+. Et après les plus rares, ça doit être les AB, un truc comme ça, c'est les receveurs universels je crois. Alors mon groupe sanguin c'est B positif. Les plus courants, je pense que c'est O, c'est le groupe universel. Je sais qu'il y a des globules blancs, des globules rouges, qu'il y a du plasma. C'est des globules rouges, globules blancs, et après c'est tous les nutriments. C'est la circulation des nutriments, quoi. Il y a des parties sur le cholestérol avec le bon, le mauvais, il y a les triglycérides aussi qui sont des éléments comme ça, il y a toute la glycémie sanguine. Et après, il peut y avoir des analyses un peu plus précises sur les infections. Tout dépend de ce qu'on cherche dans l'analyse globalement, quoi. C'est un médecin qui le fait pour moi, mais souvent, glycémie, tout ça, on sait à peu près la fourchette, mais sinon, le reste, on ne sait pas trop. Tout le monde peut donner son sang, je ne crois pas. J'imagine qu'il y a des contraintes au niveau santé pour certaines personnes. Il faut quand même que le sang soit sain quand on le donne, parce qu'il ne faut pas transmettre des maladies, bien entendu. On peut avoir des carences quand on n'a pas assez de sang. Ça c'est pour les accidentés de la route, pour les hôpitaux. Il y a les dons de plasma aussi, mais là je ne connais pas assez précisément à quoi ça sert. Donc je sais que c'est une forme de solidarité. On n'en parle pas tant que ça, même si je pense qu'on est tous conscients que c'est important, mais on se dit tous qu'il y en a d'autres qui donneront pour nous, on va dire. Voilà, c'était une petite interro surprise sur le sang. Je trouve qu'ils s'en sont pas si mal tirés. Hein. Oui, c'est pas mal. Petit Français que nous avons interrogé. Bon, on va faire un peu de physiologie peut-être en préambule. Que contient ce tissu liquide qui circule dans notre sang grâce aux vaisseaux sanguins? Alors, le sang contient à peu près 45% de cellules, en majorité des globules rouges. Le reste, c'est des globules blancs et des plaquettes. Toutes ces cellules baignent dans un liquide qu'on appelle le plasma, qui est composé à 90% d'eau salée, du sel qui vient donc de notre alimentation. D'accord, c'est marqué sel de cuisine, mais c'est le sel de l'alimentation. Et qui renferme également plus d'une centaine de protéines, comme l'albumine, les protéines de la coagulation, les immunoglobulines, mais aussi des hormones. Mais pourquoi le sang a-t-il cette couleur si caractéristique ? Et pourquoi sa couleur peut varier? Parfois, elle peut être rouge clair, rouge foncé. Alors, comme vous l'avez dit, ce qu'on voit, c'est que la majeure partie du sang est composée de globules rouges. Et dans les globules rouges, il contient de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine a cette couleur particulière qui est rouge, assez vive quand elle est oxydée, et rouge un petit peu plus terne quand elle est non oxydée. Et après, en fonction de la quantité d'hémoglobine, on peut avoir une coloration plus ou moins franche. Quelqu'un qui, par exemple, qui a une anémie aura une coloration un peu plus modérée. D'accord. Donc plus le sang est pâle, plus on va manquer en fait d'oxygène et donc de fer, parce que c'est le fer qui va fixer, qui permet de fixer l'oxygène dans l'hémoglobine, dans ce pigment des globules rouges. Les globules blancs, leur rôle, c'est notre système immunitaire surtout. Alors les globules blancs ont un rôle majeur pour l'immunité. Dans les globules blancs, on a les polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes et les monocytes. Et chacun a un rôle particulier dans l'immunité, on ne va pas le voir en détail. Bon, et puis il y a les plaquettes, bien sûr, qui vont permettre au sang de coaguler en cas de saignement. Donc attention, si le taux de plaquettes est trop bas, c'est ça qu'il faut surveiller surtout. Exactement, les plaquettes ont un rôle un petit peu comme des briques qui peuvent s'associer et former un mur lorsqu'il y a une brèche vasculaire ou pour une cicatrisation.
Bon, il y a un sujet qui intéresse beaucoup les Français, on a pu le voir dans le micro-trottoir, les groupes sanguins. Alors, il y en a 8 au total. C'est assez compliqué quand même, hein. C'est un peu une usine à gaz. Il y a A+, A-, B+, B-, O+, O-, AB+, AB-. Donc, le plus courant, c'est le groupe A+, hein, c'est ça? C'est 37% c'est bien ça, oui. de la Oui, la tout à population, suivi du groupe O+. Mhm. Alors, qu'est-ce qui permet de différencier ces différents groupes? Pourquoi on est A, pourquoi on est O, pourquoi on est AB? Alors, en fait, les groupes sanguins, c'est ce qu'on appelle des antigènes qui sont présents. Ce sont des molécules qui sont présents, c'est comme des signatures qui sont présents à la surface des globules rouges. Et donc, selon le les type, antigènes A, antigènes voilà, B. quand on a des antigènes A, on est de groupe A. Quand on a des antigènes B, on est de groupe B. Quand on a ni A ni B, on est de groupe O. Et quand on a les deux, on est de groupe AB. Ah, voilà, bah, c'est et puis à beaucoup côté plus de simple. ça, il y a le système Rhésus, où c'est pareil. Alors là, il y a deux combinaisons. On est positif ou on est négatif. Et donc si on combine ça avec le A, B, O, AB, donc on peut être A+, A-, ou plus, O-, etc. Et donc effectivement, le plus fréquent, c'est le A+, et puis le plus rare, c'est le AB-. Alors on dit que le groupe O, c'est des donneurs universels. Alors je sais que le terme est peut-être un petit peu dépassé parce que comme ils n'ont pas d'antigène, du coup, Voilà. ni A ni B, n'importe qui peut le recevoir. Voilà, en fait c'est ça, parce que quand on est de groupe A, on a sur ces globules rouges les molécules A. Par contre, on a dans son plasma, enfin dans le sang, on a des anticorps contre le B. Donc si on vous transfuse des globules B, vous allez les détruire. Donc il faut que les globules qu'on vous transfuse n'apportent pas de B. Donc le O, il est compatible avec tout le monde, puisqu'il n'apporte ni A ni B. Et le O ne peut pas recevoir Par le sang de contre, tout à le monde, on est l'inverse, les d'accord. personnes de groupe O ne peuvent recevoir que du sang de groupe O. D'accord. Et c'est la même chose pour les Rhésus, quand on est plus, moins Oui, on va dire que c'est la même chose. Enfin non, quand on Par est exemple, plus, on peut recevoir du plus ou du moins. Quand on est D'accord. moins, alors... C'est-à-dire quand on est au moins, on n'a pas de Rhésus du tout, hein, donc on n'a pas d'anticorps, mais si on est au plus... Alors, si on est au moins, on peut fabriquer des anticorps contre les O+, enfin contre les Rhésus positifs. D'accord. Ah Par oui, contre, d'accord. quand on est positif, on peut recevoir du positif ou du négatif. D'accord. Voilà. Mais en fait, ça a moins d'importance que les groupes ABO parce que ça a une importance pour les personnes qui sont transfusées régulièrement. Parce qu'on n'a pas naturellement, quand on est O négatif par exemple, on n'a pas naturellement des anticorps anti-Rhésus. D'accord, donc ça pose moins de problèmes. Ces anticorps, ils n'apparaissent que lorsqu'on est transfusé régulièrement ou lors des grossesses. Oui, faites attention, justement, Voilà. la femme enceinte qui est Rhésus négatif, il faut vraiment qu'elle... Et Si c'est elle a pour ça un bébé que qui est les Rhésus femmes- positif, il faut... C'est pour ça que les femmes suivre un enceintes sont traitement. surveillées, qu'on regarde le Rhésus des femmes enceintes pour la grossesse, parce qu'en particulier, on peut fabriquer des anticorps si le bébé porte des anticorps Rhésus, on peut fabriquer des anticorps anti-Rhésus qui vont poser un problème non pas pour la première grossesse, mais pour les grossesses suivantes. D'accord. Est-ce qu'il existe des personnes qui ne sont ni A, ni B, ni O, ni AB? Ça existe, ça? Alors c'est très très rare. Alors à côté de tous ces groupes, en fait il faut savoir que les groupes sanguins, en réalité, il y a une quarantaine de systèmes de familles de groupes sanguins. Et il y a à peu près 250 groupes sanguins différents. D'accord. Donc c'est beaucoup plus compliqué que le A, B, etc. Ouais, on l'a expliqué simplement, voilà. mais il peut y avoir des personnes, par exemple, qui, pour parler des AB, qui n'ont ni le A, ni le B, ni... Alors le O, c'est un peu compliqué, mais donc des personnes qu'on appelle groupe Bombay. Et ce sont des personnes, où il y en a très très peu, il y a une centaine de personnes en France, et ces personnes ne vont pouvoir recevoir du sang que des groupes Bombay. Ouais, d'accord. Et il y a plein d'autres groupes sanguins, enfin plein. Il y a des groupes sanguins rares, on dit que les groupes sanguins sont rares quand ils sont portés par moins d'une personne sur 250, voyez, et D'accord. que ça pose un problème transfusionnel. Bon, en tout cas, d'où l'importance de connaître son groupe sanguin, sanguin. parce que c'est plus fait systématiquement à la naissance maintenant. En fait, le groupe sanguin, il a une importance surtout soit lorsque vous devez être transfusé, soit au cours de la grossesse. D'accord. Sinon, c'est pas un Oui, mais examen bon, on ne sait nécessaire. pas si on va avoir Et besoin en d'être fait, transfusé, alors, on en ne peut plus, pas si- prévoir. Ouais. Donc, Ouais, faudrait mais si qu'on vous voulez, on ne connaisse. fait pas à la naissance parce Ouais. que c'est un petit peu compliqué, mais en général, on préfère le faire après 6 mois de vie parce que il peut y avoir une perturbation. D'accord, Enfin, donc les résultats ne seront Voilà. pas forcément très fiables. Tout à fait. D'accord. Alors, dans le sang, on peut aussi doser de nombreuses substances qui peuvent nous donner des renseignements très précieux sur notre état de santé. Comment est analysé votre sang une fois qu'il a été prélevé? Quels sont les dosages les plus classiques? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant une prise de sang? Regardez, c'est un sujet de Damien Desmier. Je suis Johanna Benaroche, biologiste en microbiologie, et je vais vous présenter le trajet du tube de sang
depuis le prélèvement jusqu'au plateau. Suivez-moi. Chaque tube prélevé est acheminé par des boîtes qui sont mises dans les sacoches des coursiers. Et chaque tube prélevé sera scanné pour attester que nous avons bien reçu le tube. Les techniciens dispatchent après les tubes en fonction des analyses à faire. Ça, c'est des tubes EDTA, donc qui ont un anticoagulant qui permet que le tube reste liquide et puisse passer ainsi sur l'automate pour doser les globules rouges, globules blancs et les plaquettes. Sur cette automate, donc c'est une chaîne qui va dispatcher en fonction des analyses demandées. Donc on peut diagnostiquer des pathologies comme la leucémie, l'anémie, thrombopénie, avoir des suspicions de lymphome. En biochimie, on travaille sur des tubes secs, gel, centrifugés, pour obtenir du sérum. En fonction de l'analyse, le tube il va être envoyé sur 4 lignes. Chaque ligne correspond à plusieurs analyses. La ligne 1, elle va faire tout ce qui est les médicaments. La seconde ligne est constituée de 2 modules d'immuno et d'un module de chimie. Sur l'immuno, on va faire tout ce qui va être sérologie. Par exemple, sérologie pour HIV. Le sang permet aussi de faire des diagnostics de septicémie. On le met dans cet incubateur qui est à 37 degrés comme la température corporelle pour permettre aux bactéries de pousser et ainsi détecter la présence d'une bactérie. Bon, c'est complexe quand même, hein, mais maintenant vous savez ce qui se passe dans un laboratoire d'analyse derrière les portes vitrées. Bon, alors pour être très concret, je vous propose maintenant de décrypter la prise de sang d'une patiente, on va l'appeler Madame X. Qu'est-ce que cette prise de sang peut nous révéler sur son état de santé? Mais bien sûr, on ne le répétera jamais assez, la clinique reste toujours plus importante que la biologie. Hein. On soigne un patient, on ne soigne pas un bilan sanguin. Henri. Exactement. En amont, il y a toujours une sémiologie clinique qui nous permet d'apporter des renseignements cliniques qui nous permettent de poser un diagnostic. Avant tout, on nous pose une question. Et en fait, la biologie permet de répondre à cette question par nos analyses sanguines. Ou de confirmer un diagnostic clinique, etc. Alors, voyons voir cette prise de sang de Madame X. Bon, bien sûr, il faut connaître aussi son âge, son poids, etc. Alors... déjà, peut-être juste un mot sur les normes qu'on voit toujours sur les analyses sanguines. Elles correspondent à quoi, ces normes? Parce qu'elles varient d'un laboratoire à un autre. Tout à fait. Ces normes sont souvent source d'inquiétude auprès des patients. Dès qu'on ressort en dehors de ces normes, on a le sentiment d'avoir une maladie. Les normes sont présentes pour représenter 95% d'une population normale sans maladie et représentent un état physiologique. Et ce n'est pas parce qu'on ressort en dehors de ces normes qu'il y a une maladie. Ça n'a rien à voir avec nos valeurs d'alerte. Donc en fait, ces normes représentent à la population du laboratoire, qui peut être régionale. C'est des statistiques qui ont été faites sur les patients qui ont fréquenté ce laboratoire. Exactement. Et qui ne correspondent pas forcément non plus à des normes santé. Voilà, on peut être dans les normes, mais on peut être dans les limites hautes, limites basses. Et il y a aussi ce qu'on appelle les normes santé. Alors, voyons voir cette patiente, Madame X. Bon, son hémogramme, elle a des hématies un peu normales. Hémoglobine, on pourrait dire dans la fourchette basse. Donc hématocrit aussi un peu bas, donc peut-être orienté vers une petite anémie. Alors effectivement, chez la femme, on peut parler d'anémie avec une hémoglobine inférieure à 12. Donc là, c'est le cas. On est limite, donc à surveiller. Exactement. Après, l'intérêt des hématies, c'est de pouvoir faire d'autres calculs secondaires comme le VGM, qui nous permet de nous orienter. Donc le volume globulaire moyen, c'est ça? Parfait, c'est la taille moyenne d'un globule rouge. Et si c'est trop élevé? Et si c'est trop élevé, ça peut mettre en évidence certaines carences, comme des carences en B12 ou en folate. Ce qui est le cas chez Madame X quand même, c'est un petit peu élevé. Là, on pourrait y penser. Ouais. D'accord. Et pour l'anémie, évidemment, hémoglobine, hématocrit, ça ne suffit pas. Il faut confronter aussi avec la ferritine, le fer, le coefficient de saturation, etc. Donc, il faut vraiment faire interpréter ça par des professionnels de santé. Les leucocytes, donc les globules blancs, bon, bah là, on est pas mal. Les lymphocytes sont peut-être un petit peu bas. Alors, on voit que les leucocytes totaux sont tout à fait normaux. Par contre, le plus important, c'est avoir la formule en détail. Ouais. On voit que les polynucléaires neutrophiles sont normaux, donc pas d'inquiétude. Par contre, on voit que les lymphocytes sont un petit peu faibles. On peut, inférieur à 1200, on peut parler de lymphopénie. Donc là, dans ce cas, est-ce que c'est quelque chose peut-être de connu parce qu'elle est sous traitement, sous corticoïdes ou elle a une maladie? Comme ça, depuis peut-être aussi, il y a des patients comme ça, c'est congénital aussi. Ouais. Ou ça peut être physiologique, tout à fait. Ou alors, mais à surveiller. Exactement. Et si les neutrophiles étaient élevés, là, il faut s'inquiéter, c'est ça? Alors, les neutrophiles élevés peuvent être un signe d'infection. Ce sont des défenses ce sont des cellules immunitaires donc, qui sont présentes et montent lors d'une infection ou d'une inflammation. Et après, si les polynucléaires neutrophiles sont trop bas, on peut aussi s'inquiéter pour
qu'on appelle une neutropénie. D'accord. Et eosinophiles, c'est plutôt les allergies, hein, on est d'accord? Exactement, ou parasitaires. Ou parasitaires. Alors, voyons voir la suite. Le cholestérol de Madame X, il est comment? Alors, bon, on a sa glycémie 1,06, on est avant de voir le cholestérol, oui, effectivement, il y a la glycémie. 1,06, on est un petit peu au-dessus des normes quand Alors même. voilà, là c'est encore un très bon exemple des normes, c'est qu'on peut permettre d'avoir une glycémie jusqu'à 1,10. Par contre, on va parler de diabète avec deux glycémies de suite au-dessus d'1,26. Donc là, ce n'est pas le cadre, bon, c'est pas le pas cas. de diabète, la glycémie est normale. Mais l'hémoglobine glyquée est quand même un petit peu haute, on est d'accord? Alors effectivement, l'hémoglobine glyquée, il faut qu'elle soit inférieure à 6, donc pas d'inquiétude. Et en général, il est même recommandé de la faire que dans le suivi de diabète. Donc du coup, c'est vrai qu'on pourrait peut-être penser ou réfléchir sur l'intérêt de rajouter une hémoglobine glyquée chez cette patiente qui... Mais ça peut permettre, c'est l'oscillation de la glycémie sur les 3 derniers mois, ça peut permettre de prévenir bien en amont un futur diabète quand même. Exactement. Et il faut faire attention aussi à l'âge de la patiente, c'est Exactement. important. Alors, la glycémie reflète la glycémie du matin, donc bien sûr être à jeun, la première chose à penser. Par contre, l'hémoglobine glyquée reflète la glycémie des 3 derniers mois. Donc ça donne un peu plus d'informations. Un peu plus d'informations. Moi j'aime bien ce référentiel-là. Le cholestérol, bon, il est un petit peu élevé hein, chez Madame X. Alors là encore, c'est un très bon point, c'est que le cholestérol, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la somme du bon il faut du cholestérol. Et du mauvais. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que souvent, on s'inquiète en disant j'ai du cholestérol. Il faut effectivement du cholestérol. La question, c'est est-ce que c'est du bon cholestérol protecteur ou alors est-ce que c'est du mauvais cholestérol? Donc, il faut du cholestérol d'abord parce qu'on ne le répète jamais assez, mais c'est précurseur des acides biliaires, de la vitamine D, des hormones sexuelles, du cortisol, etc. Donc, un cholestérol trop bas, c'est pas bon. Le bon cholestérol, c'est le HDL. C'est le HDL cholestérol. Supérieur, on dit à 0,40. Bon, là, on peut faire mieux. On est au-dessus de 0,40, ça peut être même protecteur. Ouais. Et le LDL, il faut qu'il soit inférieur à 1,60. Donc le mauvais, on est limite. Hein. Alors le LDL, j'ai encore une fois vous embêter, c'est vrai que le LDL n'a pas vraiment de seuil de référence. En fait, c'est quel est le risque de faire un événement ischémique avec ce taux de LDL cholestérol. Est-ce qu'il va s'oxyder en fait, c'est ça, et former la plaque d'athérome? Exactement. Ça, comment on peut le savoir? Donc on le combine à des facteurs de risque. On interroge le patient. Est-ce qu'il fume? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On le questionne sur son âge et sur ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et un LDL élevé est un facteur de risque. Donc on propose plusieurs valeurs normales en fonction du nombre de facteurs de risque identifiés pour pouvoir éviter d'avoir un accident ischémique. Bon, on peut doser plein d'autres choses, hein, les marqueurs hépatiques, bilirubine, azate, alate, gamma-GT. Quand ils sont au-dessus des normes, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Souvent, alcoolisme. Alors, ça peut être plusieurs choses. Si on a un bilan hépatique perturbé, ça peut être plusieurs éléments. Effectivement, souvent, on a en tête l'éthylisme, mais ça peut être plein d'autres éléments. On peut penser à une obstruction des voies biliaires, une cholestase. On peut penser à une destruction des cellules hépatique, donc ce qu'on appelle une cytolyse, où ça peut être encore beaucoup de choses. Et effectivement, dans l'esprit commun, on a plus l'habitude de parler d'éthylisme. Et puis attention aussi à certains médicaments, paracétamol notamment. Hein. On n'y pense pas assez, mais ça peut parfois, chez les patients qui en prennent beaucoup, faire grimper les marqueurs hépatiques. Bon, la vitamine D, on peut aussi la doser dans le sang, qui est une hormone, je le rappelle. Quel taux il faut viser? Alors, la population française est elle-même en carence en vitamine D, très carencée. Surtout en sortie d'hiver, parce que c'est les UV, c'est le soleil qui permet de nous faire de la vitamine D. L'idéal, c'est d'être au-dessus de 20, voire au-dessus de 30, pour ne pas parler de carence en vitamine D. 30, voire de 40 même, hein, nanogrammes par ml. Hein. Attention à l'intoxication à la vitamine D, où on est tellement conscient de la carence que des fois, on en prend un petit peu trop, donc il faut aussi faire attention. Après le Covid, on nous a dit prenez de la vitamine D, et attention, il faut en prendre bien sûr, mais il faut quand même faire un dosage avant. Alors, on a parlé du sang comme témoin de notre état de santé. Parlons maintenant du sang qui sauve des vies. Alors, voici 4 chiffres. Chaque année, 1 million de malades sont soignés grâce au don du sang. 1 heure de votre temps suffit à sauver 3 vies. D'accord ? Chaque jour, nous avons besoin de 10 000 dons. C'est ça. Et vous pouvez donner toutes les 8 semaines. Alors déjà, Pascal, quelles sont les maladies qui nécessitent des transfusions de sang? Alors il y a beaucoup de maladies qui nécessitent des transfusions de sang. Alors c'est vrai que souvent les gens pensent sang, accident, hémorragie due à une opération chirurgicale, mais il y a beaucoup de maladies, en particulier toutes les maladies hématologiques, les leucémies, certains traitements de cancer aussi qui vont nécessiter des besoins en produits sanguins, des maladies chroniques du sang, qui touchent l'hémoglobine, par exemple les drépanocytoses.
Et puis on peut avoir, bon, évidemment, certaines interventions chirurgicales et puis les accidents. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est quand on fait des transfusions de sang, on ne transfuse jamais un sang total, on est d'accord, hein? En fait, on transfuse aux personnes ce dont elles ont besoin. C'est-à-dire, si vous avez une anémie, vous manquez de globules rouges, on va vous apporter des globules rouges. C'est la transfusion la plus fréquente. Mais si vous manquez de plaquettes, on parlait des plaquettes tout à l'heure. On va juste Si on transfuser manque les de plaquettes. par exemple, notamment si on a une chimiothérapie ou dans les leucémies, on va transfuser uniquement les plaquettes. Et puis, dans certaines situations, par exemple des grandes hémorragies, on va transfuser du plasma. D'accord. Voilà. Tout le monde peut donner son sang ou pas? Alors, oui et non. Enfin, non, tout le monde ne peut pas donner C'est son une bonne sang, mais réponse de toute Normand, personne en bonne santé, âgée entre 18 et 70 ans, on va dire, peut potentiellement donner son sang. Alors après, il y a effectivement, de toute façon, avant de donner son sang, il y a un entretien qui est fait avec un médecin pour vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication. Évidemment, si vous-même, vous avez des problèmes de santé et où le don risque d'être dangereux pour vous, on ne va pas vous prélever. Ou à l'inverse, si vous avez une maladie qui peut se transmettre par le sang, par exemple une hépatite virale ou le HIV, évidemment, on ne va pas vous prélever. Et le poids, ça peut être aussi Alors, le des poids, personnes c'est un facteur, qui il faut sont... peser plus de 50 kilos pour c'est pouvoir ça, donner son sang. C'est essentiellement pour des raisons techniques, en fait, parce qu'on prend un certain volume. On prend beaucoup, justement Alors, on prend, le volume, il est autour de 400 millilitres à peu près, mais bon, de toute façon, il est adapté au poids de la personne. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça, et ça se reconstitue immédiatement après le don. D'accord. Alors, je vous propose justement de découvrir le témoignage d'un donneur et d'un receveur. C'est un sujet de Mathieu Pradino. C'est la première fois ou pas? Non, je suis venu régulièrement. En France, le don de sang est accessible à toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg. Et il ne faut pas se présenter à jeun. Le don est volontaire, anonyme et non rémunéré. Vous installez ici, ça vous convient? Très bien. Ça va prendre combien de temps à peu près? La majorité des cas, c'est inférieur à 10 minutes et supérieur à 5 minutes. La répartition des groupes sanguins et des phénotypes diffère selon les origines. La diversité parmi les donneurs est fondamentale. Les patients drépanocytaires sont d'origine afro-caribéenne et donc ils ont des transfusions régulières pour le traitement de cette maladie. Et les donneurs qui pourront effectivement donner des produits pour transfuser ces patients devront être aussi des donneurs d'origine afro-caribéenne. Je suis donneuse régulière et pour moi c'est un geste si simple qui me permet de contribuer à sauver des vies, donc je n'hésite pas une seule seconde. Nismaki est drépanocytaire. Depuis 2016, elle fait des échanges transfusionnels toutes les 4 à 6 semaines à l'hôpital Necker. Les échanges transfusionnels, ça m'aide en fait à pouvoir vivre sans faire de crise, sans aller à l'hôpital, sans devoir me faire hospitaliser. Ça me permet de tenir tranquillement, sans être trop embêtée par ma santé, on va dire. Pascal, combien de donneurs réguliers en France ? À peu près, on a une estimation? Alors aujourd'hui, on a à peu près 3 millions de dons par an en fait, qui sont faits. On arrive toujours à avoir assez de dons pour sauver les patients, mais c'est vrai qu'il faut en permanence renouveler les donneurs parce que il y a des donneurs qui sont atteints par la limite d'âge ou qui ont des problèmes de santé et qui finissent par ne plus pouvoir donner leur sang. Il y a à peu près 4% de la population qui pourrait donner, qui donne, alors que comme je vous l'ai dit, le panel de personnes qui pourraient donner leur sang est beaucoup plus large. Donc on incite un maximum de personnes à donner leur sang. Et surtout, c'est très important aussi de renouveler, qu'on ait des donneurs différents, parce que comme ça a été dit dans le reportage en particulier, c'est vraiment important que les donneurs représentent toute la diversité de la population, parce que je vous ai dit qu'on a plein de groupes sanguins différents. Et donc, plus les donneurs sont différents, plus il y a de diversité chez les donneurs, plus on a de diversité dans les dons de sang, et plus c'est facile de transfuser les patients. Alors, on a tous en mémoire le scandale du sang contaminé. Alors, quelles sont les mesures qui permettent aujourd'hui d'assurer la sécurité transfusionnelle? Alors, aujourd'hui, heureusement, cette époque est quand même très loin, ça fait plus de 40 ans, et donc tous les tests aujourd'hui sont faits. Alors, il y a plusieurs étapes, d'abord pour sécuriser les dons. Il y a d'abord le questionnaire avant le don pour vérifier justement qu'il n'y a pas de problème de santé chez le donneur
qui pourraient être des maladies transmissibles par le sang. Et puis bien entendu, tous les dons de sang sont testés, même quand les donneurs sont très réguliers, chacun de leurs dons est testé systématiquement, notamment pour toutes les maladies infectieuses qui peuvent être transmises par le sang. Évidemment, on pense au VIH, on pense aux hépatites, mais aussi d'autres maladies comme le paludisme qui peut être surveillé si vous avez été dans une zone où il y a du paludisme récemment, par exemple. Bien, un grand merci à tous les deux, c'était passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci. Donc, les points clés à retenir de cette émission. Voilà, un bilan sanguin ne peut pas être interprété en dehors d'une clinique, d'un examen clinique du patient, ça c'est très important. Un seul don peut sauver 3 vies. On peut donner toutes les 8 semaines. On a besoin de 10 000 dons chaque jour. Exactement. Voilà, le message en tout cas est passé, je pense qu'il faut le répéter, le re-répéter, et on a besoin de nouveaux donneurs surtout. Et donner son sang, c'est très facile, c'est très simple, comme l'a dit la donneuse aussi. Oui, c'est très facile finalement, très facile. Il y a des points de collecte un peu partout. Voilà, oui, puis ça prend 1 heure, mais c'est très simple et ça se passe très très bien. Et on sauve des vies, merci beaucoup en tout cas. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.